Alors salut, dans cette vidéo j'ai envie de parler des graphiques. Pourquoi? Parce que tout simplement que souvent quand on utilise un tableur, que ce soit Excel ou Google Sheet, la vocation c'est soit de traiter énormément de données, mais souvent c'est de faire des représentations graphiques, de visualiser ce qu'on veut dire avec ces données, et donc il est important de savoir ce qu'on peut faire et comment on peut le faire. Donc c'est le thème de cette vidéo, les graphiques, les graphes, la visualisation des données, puisque quel que soit le tableur, c'est l'un des intérêts, c'est de pouvoir faire cette visualisation. Donc nous voilà sur le tableau qu'on avait initialisé la dernière fois. Donc comme vous le voyez, j'ai rajouté j'ai formaté un peu, j'ai rajouté la formule de calcul des moyennes, puisque il existe la moyenne if. Donc là, du coup, dans ce tableau-là, j'ai toutes mes formules conditionnelles. Donc la somme, la somme si avec plusieurs paramètres, le count, donc le comptage avec un seul paramètre ou le comptage avec plusieurs paramètres, et la moyenne avec un paramètre, mais il existe également une moyenne avec plusieurs paramètres, mais bon, je me suis arrêté là. Donc là, je voudrais vous présenter la possibilité de travailler, de rajouter des graphiques pour faire une présentation visuelle de ce tableau. Donc là, je vais sélectionner les valeurs que je vais vouloir représenter, et la version rapide, c'est tout simplement d'utiliser ce petit icône là où on voit des histogrammes qui nous permet d'ajouter un graphique. Et donc ce qu'on voit, c'est que par défaut, Google Sheet nous propose le colonne chart et nous ouvre le chart editor. Si jamais vous l'avez fermé, il suffit de cliquer sur le graphique, les trois petits points, et possibilité d'éditer le graphique. Donc ce colonne chart, qui est le graphique par défaut, on peut l'avoir en version cumulée. Donc là, c'est à vous de voir si c'est intéressant ou pas, puisque là, par défaut, ce que va nous présenter Google, enfin le graphique, c'est une version par société, une version cumulée par société, donc avec le reste à payer, le total à payer, le total commandé. Donc c'est intéressant de le comparer, bien que le total à payer et le reste à payer, c'est censé être égal au total commandé. Donc c'est une représentation qui peut être un peu étrange dans ce cas de figure là, quoi. Si je le prends pas en version stackée, donc en version cumulée, mais en version séparée, j'ai les trois informations côte à côte par société, ce qui correspond à mes trois séries ici. Je peux très bien supprimer une des séries, je la supprime, et du coup j'ai un intérêt à présenter la version cumulée, puisque là du coup je vois mon total par société, donc j'ai une idée vague de mon total, et voilà. Donc je vais annuler simplement, hop, de 2 étapes, voilà. Je peux intervertir les colonnes et les lignes, donc ce qui fait que je pourrais avoir une visualisation de mon total avec mes 6 sociétés côte à côte, mon total à payer avec mes 6 sociétés côte à côte, et mon reste à payer avec mes 6 sociétés côte à côte. Là encore une fois, c'est tout dépend de ce que j'ai envie de démontrer ou de montrer dans mon graphique. La représentation visuelle n'est là que pour appuyer la théorie, ou appuyer ce que nous disent déjà les chiffres par ailleurs. C'est pas l'explication en soi. J'utilise la deuxième ligne de ma feuille en tant que titre. Donc là on est bien d'accord, que la deuxième ligne de ma feuille c'est celle-ci, et je l'utilise bien en tant que titre, donc on le laisse activer, et ça correspond de toute façon à la manière dont on a sélectionné notre tableau dès le début. Ensuite, j'ai des paramètres supplémentaires que je peux modifier, donc le type le style du graphique. Donc j'ai la version maximisée, où là je vais la présentation remplit l'espace alloué. C'est pas une présentation que j'affectionne. Une représentation 3D qui donne un peu de volume, ça modernise un peu la présentation, ça peut être sympa. Voilà, donc après je peux jouer sur l'arrière-plan du
du graphique. Donc c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Alors le pas du tout, ça donne un graphique transparent, c'est voilà, c'est à voir ce que vous vraiment vous avez envie. Les bordures, donc ça va être les bordures, ça va être le cadre extérieur. Et on voit que au niveau de la police, on a un thème par défaut qui doit être l'Arial. Mais si vous avez envie de le passer un peu en mode fun, voilà, vous pouvez toujours choisir votre police. Ensuite, au niveau du graphique, on a les titres. Donc là, on voit que le titre, il n'est pas terrible. Position par client. Voilà, ce sera un peu plus cohérent. On voit qu'il y a l'appareil, on peut jouer sur le thème, on peut jouer sur la taille de la police. On peut décider de le passer en gras, en italique. On peut décider de le centrer, justifier, etc. Il faut savoir que le positionnement du titre, vous voyez, c'est toute la largeur du graphique. D'où les options de formatage. Et donc là, c'est vraiment du formatage pur. Et pareil, le titre, je peux le passer dans une couleur différente de choix, quoi. Donc la version auto étant indépendante du style général. Ensuite, je peux travailler sur les séries dans leur ensemble ou séparément. Alors, dans leur ensemble, je peux intervertir le positionnement gauche-droite de l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical. Donc je peux le faire pour toutes les séries. Donc là, ce serait le cas ici. Là, hop, je le bascule à droite. Donc vous voyez qu'automatiquement, les options d'affichage des légendes s'ajustent. Mais je pourrais décider de le faire que pour la série A, par exemple. Mais là, vous voyez que ça pose un petit problème de visualisation et de cohérence de la donnée. Puisque dans ce cas-là, pour la série A, j'ai mon axe à droite. Mon axe à droite qui du coup va s'ajuster à la valeur, à la série aux valeurs de la série A. Et là, la série A me donne un axe qui s'étale de 2500 à 10 000. Alors que pour les autres séries, ça s'étale de 1000 à 5000. Ce qui fait que pour ma compagnie F, j'ai la sensation que la barre est plus grande, enfin c'est pas une sensation, c'est la barre est plus grande pour la compagnie F, alors qu'en fait quand je regarde le total commandé, la compagnie F c'est 5000, tandis que la compagnie A c'est 8450. Donc voilà, ça crée une incohérence visuelle, le fait de séparer pour certaines séries. Et à l'inverse, si je prends alors pour la compagnie C, qui est celle qui visiblement a les plus petits montants, que je bascule à droite, la compagnie C, elle va se retrouver matériellement grandie par ce choix de paramétrage, alors qu'en fait, son échelle est vraiment ridiculement petite, puisqu'elle est inférieure au premier échelon, au premier niveau du reste des séries. Donc c'est le fait de dissocier ces axes, c'est vraiment à faire avec précaution. Et ça peut être intéressant si vous êtes en train de travailler sur une représentation avec des séries qui n'ont pas les mêmes unités. Là, je travaille avec une unité monétaire, la même unité pour toutes les séries. Donc il est beaucoup plus judicieux et cohérent de conserver mon axe au même endroit. Voilà, donc je peux également avoir les données pour certaines séries. Donc là, ce serait si je veux démontrer quelque chose ou appuyer une information. Et vous voyez que comme j'ai activé les étiquettes de data, de données, du coup j'ai du paramétrage qui se positionne. Je peux également avoir une tendance. Donc là, vu mes séries, ça n'a pas lieu d'être d'utiliser une tendance, mais je pourrais avoir une tendance pour mes séries. Voilà, et donc j'ai le même paramétrage que je peux appliquer à toutes les séries. Donc ça c'est vraiment intéressant à avoir en tête, que l'on peut faire du paramétrage que pour une seule série et pas pour toutes. Donc des fois, suivant ce qu'on veut démontrer, ça peut avoir un intérêt. Donc là, si je positionne les valeurs, vous voyez qu'elles prennent la couleur de la série, ce qui est quand même appréciable. La position, c'est fait pour la rendre plus lisible, parce que si je mets tout au centre,
Ça va être au centre de la série, donc là c'est encore lisible parce que j'ai de la chance, enfin les histogrammes ne sont pas tous de la même taille. Si à l'inverse je mets tout en bas, bon bah là c'est illisible, c'est pourrave, enfin la présentation est foireuse. Donc si on le laisse en auto, il va les positionner au-dessus des barres, ça c'est pas mal aussi. Voilà, pour la partie série. Si ensuite je regarde les légendes, j'ai la même manière, je peux les positionner à gauche, je peux les positionner, enfin là c'est déjà à droite, je peux les positionner à gauche, je peux les mettre en bas, je peux les mettre en haut. Donc là c'est à vous où je peux carrément les supprimer. Voilà. Je peux les mettre à l'intérieur aussi de l'échelle, enfin du graphique. Bon, moi c'est pas forcément ce que je préconise. Voilà, la version auto nous donne une présentation qu'on a l'habitude de voir, j'imagine. L'axe horizontal, donc là pareil, le positionnement, est-ce qu'on passe en gras ou pas, hein, le B c'est passer en gras ou pas, le I pour l'italique, voilà, qui sont les formatages par défaut. On peut inverser l'axe, donc ça veut dire qu'on intervertit l'ensemble des valeurs. Et de la même manière, travailler sur l'axe vertical ce coup-ci. Et l'axe vertical, du coup, va avoir une influence supplémentaire parce que non seulement on peut travailler sur la partie visuelle des étiquettes, mais on peut également jouer sur l'échelle du fait qu'on a des valeurs numériques. Donc je pourrais très bien dire que mon échelle minimum c'est 400 et donc je ne démarre pas à 0. Voilà, là du coup il me demande est-ce que je dois cacher certaines est-ce que je peux mettre des limites pour cacher des datas ou pas. Voilà, donc ça va avoir des influences supplémentaires. Et si on laisse le champ à vide, il va partir du principe qu'on part de zéro. La série de données, donc de l'axe, par défaut va être calculée à partir de notre série de notre tableau, mais on pourrait envisager de faire une série par nous-mêmes, donc avec des valeurs supplémentaires, ou de ne pas avoir de série du tout. Donc là, ce serait, là, il ne sait pas le calculer, donc il n'en tient pas compte. Voilà. Donc l'idéal, c'est à partir de data, et on pourrait éventuellement agir avoir un effet d'échelle pour réduire ou augmenter la taille de notre valeur pour que ce soit représentatif, mais du coup ce n'est qu'une représentation visuelle, ça n'a pas d'influence sur les données elles-mêmes, il faut bien l'avoir en tête. Voilà. Donc ça peut être intéressant quand par exemple on veut, là on parle quand c'est quelques milliers d'euros, mais si je voulais parler en millions par exemple, ça pourrait être nécessaire, plutôt que d'avoir 1 million, 100 millions, 2 millions, j'en sais rien dans l'échelle, on pourrait jouer sur cet effet multiplicateur, ce qui nous permettrait de réduire la valeur. Là je pourrais par exemple dire j'ai un effet de 1000 et donc je travaille avec 10K, 7.5K, 5K, 2.5K. Voilà, c'est cet intérêt-là, mais du coup il faut le préciser quelque part pour que visuellement ce soit cohérent. Voilà un peu pour l'axe vertical, et après les grilles de l'axe vertical, on a la grille principale qui correspond à celle de l'échelle, et on a capacité à ajouter des lignes intermédiaires, donc il va faire une subdivision de notre échelle. Donc si on rajoute 10, on a une subdivision par dizaine ici. Si on rajoute 5, on va voir qu'il va intégrer que 5 interlignes. Voilà, et on peut en changer la couleur, on peut ne pas l'avoir. Par défaut, on va présenter l'axe principal, mais on peut l'enlever. Mais du coup, voilà, bon, ça donne un tableau très épuré, qui est pas forcément
lisible. Donc là, encore une fois, l'objectif de la visualisation, c'est de rendre la donnée lisible, de rendre la donnée, de faire parler la donnée, comme on dit. Donc, du coup, je conseille d'avoir au moins une échelle. Voilà ce qu'on peut dire sur les graphiques. Chaque graphique ayant son niveau de paramétrage et d'amélioration de la visualisation. Déjà la visualisation par défaut est pas mal, mais voilà, chaque graphique va avoir son intérêt et sa visualisation. Donc là, si je prends typiquement le pie chart, effectivement, il va cumuler tout mon tableau et je vois que mon total commandé représente 50% de mon reste à payer et de mon total payé, donc c'est assez cohérent puisque c'est le total commandé, mon tableau est juste, voilà. Voilà, donc suivant ce qu'on veut montrer, il va falloir qu'on joue sur la série que l'on utilise et sur la représentation. Là, je veux donner un effet visuel très rapide de proportionnalité de ma série. Donc c'est vraiment une première étape. Si je veux analyser un peu plus en détail les informations, il va être préférable de partir en histogramme. Mais là, je vais plutôt avoir une photo instantanée. Si j'ai une valorisation ou une série qui va être temporelle, je vais plutôt utiliser des lignes parce que ça va me permettre de montrer des tendances et des évolutions dans le temps. Bon là bien sûr en comparant des compagnies c'est complètement aberrant, hein. Mais voilà, donc suivant la série que vous avez, le type de données que vous avez, il va être plus intéressant de traiter, d'utiliser un graphique ou un autre. De la même manière, donc tout ce qui va être linéaire, il va falloir que ce soit une suite logique d'informations ou bien évidemment une série qui est datée. Dès qu'on est dans des histogrammes, dans des barres, là on est plutôt sur une photo instantanée et on veut voir une répartition un peu complexe un peu détaillée. Et si à l'inverse on part dans des camemberts, là c'est qu'on est dans une visualisation plus précise et qu'on cherche des proportionnalités pour avoir des grosses tendances, mais pas de détails et pas de précision. Ou pas d'évolution dans le temps. Voilà. C'était ce que je voulais vous présenter sur les graphiques rapidement. Donc c'est une première approche. Je vais essayer de faire différentes séries sur les différents graphiques possibles dans Google Sheet, notamment ceux sur les maps qui peuvent être intéressants, bien que j'ai déjà vu qu'il y a il y a quelques limites puisque on ne peut pas descendre au niveau de la ville par exemple, on reste au niveau du pays et de façon très normée, mais le waterfall est aussi intéressant quand on a des séries cumulatives avec des valeurs positives, négatives, ça peut permettre d'identifier et d'expliquer le solde. Donc intéressant justement dans des soldes, dans des analyses financières, mais également dans des analyses sur les ressources humaines avec les entrées, les sorties, etc. Le radar chart, donc là c'est pareil, ça va être un positionnement et donc de dessiner une étoile, donc il faut que les séries soient appropriées pour utiliser ce type de graphique. La jauge, donc ou gauge chart, qui est très intéressante puisqu'elle permet d'avoir un statut assez rapide qu'on appelle aussi le RAG, donc le Red, Amber, Green, donc où est-ce qu'on en est par rapport à une norme d'acceptation de la valeur. Est-ce que je suis dans le rouge, est-ce que je suis dans le jaune ou est-ce que je suis dans le vert? Donc ça c'est intéressant parce qu'elle est assez, c'est assez précis, assez facile à manipuler, très sympa pour un dashboard. Le scorecard qui pareil va permettre d'alimenter un dashboard. Voilà un peu tous les graphiques qu'on va utiliser au fur et à mesure de différents épisodes, en sachant que j'ai bien envie d'aller creuser un peu du côté de Data Studio dans les épisodes à venir pour comparer et voir comment les deux outils peuvent s'imbriquer et se compléter. Voilà, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker, à mettre vos commentaires, à poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.